Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement. Et vous êtes l'auteur de 2 formidables polars politiques. Les voilà, ils sont là tous les 2. Alors il y en a un, c'est Opération Zelensky, l'autre c'est Menace sur Taïwan en livre de poche. Vous vous régalez de l'actualité du monde. Et on aime vous entendre aussi sur cette actualité incroyable. J'allais presque vous dire, et pour être un peu provocateur, Trump mérite vraiment le prix Nobel de la paix, là. Ah, pour lui, il n'y a pas de doute, il le dit, il le répète, mais il a surtout enfin parlé le langage qui est compréhensible par une partie de ses interlocuteurs, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les Européens. Les Européens adorent un discours de pacification et de désescalade comme si la violence n'existait pas. Trump a intégré la violence comme un élément de langage. Il parle à des gens violents, un langage qu'ils comprennent. Et visiblement, ils l'entendent, puisque, que ce soit dans le conflit Inde-Pakistan ou dans l'affaire israélo-iranienne, et on espère un jour dans l'affaire ukrainienne, qui est probablement là où ça patine le plus, il semble capable à la fois d'interpeller, d'intervenir et d'arrêter des conflits. Donc il rappelle souvent qu'il mériterait le prix Nobel de la paix. Oui, mais il le mérite, il le veut. Ah, il le veut, oui, bien sûr, il le veut énormément. Oui. Mais la plupart de ceux qui l'ont voulu. Oui. Les candidatures ne sont que rarement spontanées. Non mais là vraiment, parce qu'on peut dire aussi que le cessez-le-feu est fragile, on peut dire aussi que rien n'est réglé sur la question des armements nucléaires iraniens. On voit bien que ce rapport, d'ailleurs qu'il a fortement critiqué, révélé par le New York Times et CNN, dit que les infrastructures nucléaires sont toujours là en Iran. D'abord, personne n'en sait rien, donc pas plus ceux qui ont écrit le rapport que ceux qui le contestent ou que ceux qui le promeuvent. Une sorte de grand mystère, il n'y a pas eu le temps nécessaire d'eux. Vous savez, quand j'écris les romans dont vous parlez, en fait, c'est des romans vérités. La moitié fait partie de faits véritables et vérifiés. Un tiers, ce sont des faits vraisemblables et qui seront probablement vérifiés un jour. Et puis, il y a un peu de romance et de pédagogie pour que chacun comprenne le mouvement du monde. Une guerre qui est, l'Ukraine, une guerre qui vient, Taïwan, peut-être dans le volume 3 ou 4, reviendra-t-on avec le temps nécessaire sur le 7 octobre et le conflit Iran, les 3 H, Hamas, Hezbollah, Houthi et Israël. Et donc, il faut intégrer le fait qu'à ce moment précis, personne ne sait rien et tout est communication. Oui. Ceux qui critiquent Trump font de la fumée. Ceux qui supportent Trump en font autant que les précédents, sauf que pour la première fois, le processus général est dans la main de Donald Trump. Il ne le subit pas, il le crée. Oui. Et donc, le seul vainqueur pour l'instant des conflits récents, à l'exception de l'Ukraine, qui est une sorte de mystère provisoire parce que Trump a construit une partie de sa campagne sur le fait qu'il ne fallait pas aller en Ukraine et que lui savait parler à Vladimir Vladimirovitch Poutine, est fait autour de sa capacité à parler et à intervenir. Mais le message de ce qui s'est passé en Iran, le bombardement, est aussi un message pour les Chinois et pour les Russes. Oui, ce message renforce la posture de Donald Trump comme étant le patron. Et le patron, dans sa tête, il mérite le prix. Oui, le maître du monde, vous emploieriez cette expression plus que jamais, clairement. Là aujourd'hui. Et les Européens sont soumis. Où sont les amis de l'Iran? Ils ont tous disparu. Où sont les Européens? Ils ne sont pas beaucoup apparus. Qui dirige l'OTAN? C'était assez clair lors des rendez-vous et du sommet. Les choses sont nettes et claires, mais la différence, c'est que Trump vous le chronique au quotidien, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure. Il vous transmet les messages qu'il reçoit, même les plus courtisans. Il vous donne des informations exclusives sur l'art et la manière qu'il a de discuter. En fait, il a une relation directe avec une population qui l'écoute et qui l'entend, puisque pour la première fois, il y a 0 filtre. Trump vous dit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, et comment il le fait, et pourquoi il le fait, et comment il le pense. Il y a un côté, je ne dirais pas démocratie directe, mais campagne permanente de Donald Trump qui est absolument fascinant et qui bouleverse les règles de la communication politique où on a beaucoup de filtres, où on met des adjectifs très compliqués pour ne jamais dire les choses, ne jamais dire ni oui ni non. Trump, c'est brut de décoffrage, vous le prenez en direct. Quand il vous met une baffe, il vous met une baffe et il vous en met une deuxième. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a parlé des Iraniens et des Israéliens en disant c'est une cour de récréation. Oui. Ils se disputaient comme 2 enfants. Et puis dans ces cas-là, il faut les laisser un peu se disputer dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, il faut parler fort. Il a d'ailleurs une discussion lors d'une des conférences de presse du sommet de l'OTAN où on l'appelait Daddy, papa. Oui.
C'est le secrétaire général de l'OTAN qui l'a appelé Daddy. Il aimait bien. Et Trump a dit j'ai bien aimé. Oui. Non, mais le patron de l'OTAN qui appelle le président américain Daddy. Le patron de l'OTAN n'est pas le patron de l'OTAN. Le patron de l'OTAN, c'est le président des États-Unis. Le patron de l'OTAN, le secrétaire général, est le salarié, le subordonné, et donc l'enfant du président des États-Unis. Effectivement, non, mais c'est à peu près complètement dingue. Alors c'est vrai que... Non mais c'est dingue pour nous. Oui. C'est dingue parce que nous avons une culture d'occidentaux, que nous sommes bien élevés, qu'il y a des choses qui ne se font pas. Trump, il a fait exploser tout ça. Il a dit mais tout ça, c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes. Trop gentil, pas d'escalade, la violence c'est pour les autres, c'est le dernier refuge d'incompétence, disent les Français. Il faut arrêter tout ça. Le monde est violent et je serai aussi violent que le monde l'est. Et donc, je vais vous montrer comment c'est. On s'est beaucoup moqué de lui. On n'y a pas cru. Je rappelle qu'on a fait la même chose pour Ronald Reagan, qui est désormais le grand vainqueur de la victoire sur l'Union soviétique. Donc, nous avons un côté arrogant, suffisant et méprisant que nous prenons de temps en temps dans la figure. Alors, non seulement par Trump, mais par ce qu'on appelle, qui n'existe pas, le Sud dit global, c'est-à-dire la plupart des autres pays, notamment ceux que nous avons colonisés, nous ont mis dehors à coups de pied dans l'arrière-train en nous expliquant que notre arrogance était devenue un ennemi à la coopération et au travail, que le général de Gaulle avait bien imaginé dans la Constitution avec de la communauté, une sorte de grand Commonwealth à la française, où on était à égalité de destin. Comme notre mentalité néocoloniale a un peu de mal à passer, le fait que désormais nous sommes mis dehors, notamment de nos possessions historiques en Afrique, que la crise post-coloniale en Nouvelle-Calédonie n'est pas finie, que le désastre de nos relations avec l'Algérie, pour des bonnes et de mauvaises raisons, entendons-nous bien, n'est pas résolu. Bref, nous sommes dans une situation impossible à traiter puisque nous ne savons plus où nous sommes ni d'où nous parlons. Oui. C'est l'échec d'Emmanuel Macron. Il a été hors jeu dans cette affaire. Depuis le début, il a appelé à un cessez-le-feu, avant même les bombardements contre les installations iraniennes, il appelait à un cessez-le-feu. Il est la représentation d'une culture nationale. Alors, il a été très souvent à contre-emploi et à contre-temps, ça ne veut pas dire qu'il avait tort, mais la diplomatie, comme la politique, c'est un homme ou une femme, un moment, une idée. Si vous ratez un des trois éléments, en fait, vous êtes totalement hors jeu. Et donc, il a été très souvent hors jeu, quitte même à s'en prendre deux par Donald Trump sur Emmanuel se trompe tout le temps, et Emmanuel ne parle pas à ma place. Alors, la faute, c'est on ne parle pas à la place de Donald Trump. C'est un truc assez particulier quand même, l'idée de se mettre à la place d'eux. En contrepartie, Emmanuel Macron et Donald Trump ont plutôt de bonnes relations, curieusement. Oui. C'est parce qu'ils ont de bonnes relations que ça peut être aussi brutal. Des relations amicales. Personnelles. Non, amicales, il ne faut pas exagérer. Personnelles, oui, bien sûr. Mais des relations où il y en a quand même un qui suit l'autre. C'est pas... Non, parfois, la France n'est pas leader. Alors peut-être sur l'Ukraine. Oui, parfois Emmanuel Macron arrive à parler sur des sujets, à convaincre parce que Donald Trump, quelqu'un il peut être convaincu sur les questions d'immigration. Change d'avis aussi, on l'a vu. Il a dit Zelensky est un type formidable hier, après l'avoir humilié dans le bureau Oval. Ça démontre sa capacité à évoluer. Et d'ailleurs, lui-même assume totalement. Il dit oui, je peux changer d'avis. Et alors, c'est pas grave. Oui. Si tu changes d'avis dans le bon sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est si ça se désagrège. Par exemple, les États-Unis protègent toujours l'Ukraine, envoient toujours de l'armement en Ukraine, il y a de nouveaux patriotes qui arrivent en Ukraine. Rien n'a sombré dans le soutien américain à l'Ukraine. Ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est convaincre Vladimir Poutine d'arrêter. Parce que l'idée que les torts étaient partagés, que c'était compliqué, qu'il fallait continuer à parler avec la Russie, qu'il fallait décrocher la Russie de la Chine, car l'obsession de Donald Trump, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Et son problème, c'est que la Chine et la Russie sont des alliés désormais c'est un peu les touffeurs ottomans. Les Chinois ont récupéré les Russes et sont en train de les essorer sur leurs matières premières, leurs ressources, etc. Mais dans la réalité, Donald Trump est plutôt content de tout ce qui se passe. Et plus la Russie finit affaiblie et plus elle aura besoin un jour de trouver un vrai protecteur, plus la Chine s'inquiète à la fois de ce qui se passe en Iran, de la capacité des États-Unis à jouer le rôle du fou. Rôle que Trump adore jouer. Il sait que c'est un rôle et il l'assume totalement. Ça nous terrorise, nous, parce qu'on ne comprend rien, mais ça terrorise les Chinois qui se disent qu'il est capable de tout. Ce qui explique le très grand retrait de la Chine vis-à-vis des affaires iraniennes. Qui est venu au secours de l'Iran ? Personne. C'est la démonstration que Trump parle un langage que les autres comprennent. Oui. Nous, non. Mais alors, un mot sur l'Europe. La réponse européenne hier, ça a été de dire on va faire un tribunal pénal pour juger Poutine et tous les auteurs de crimes de guerre. Il est traumatisé, il n'en a pas dormi de la nuit. Oui, mais vous dites ça avec ironie, Alain Boer. Oui, bien sûr, parce qu'il s'en fout. C'est un langage qu'il ne comprend pas. Quand vous discutez avec les Russes,
Les Russes vous disent, nous, notre doctrine militaire, depuis l'Empire tsariste, c'est l'escalade pour la désescalade. En français courant, je tape d'abord, je discute ensuite. La position des Européens, c'est pas d'escalade. Oui. Donc évidemment, tu as un écart qui amène à une sorte d'incompréhension totale de « tu ne comprends pas ce que je dis ». Donc je vais mettre une deuxième couche. Et à ce moment-là, on dit « ah oui, quand même, il faut que nous créions les conditions de sanctions ». Alors tu dis « ah, il se passe quelque chose, Rantanplan vient de se réveiller ». Peut-être va-t-il aboyer. Non, Rantanplan attend qu'il y ait une troisième couche. À ce moment-là, il dit « ah oui, nous allons aider l'Ukraine à s'armer, mais à condition de ne pas les autoriser à se défendre en attaquant l'agresseur, mais juste en défendant leurs frontières. » Tout ça n'a aucun sens. Un martien stratège arriverait sur Terre et regarderait ça, il disait, ces gens-là sont dingues. Et donc, à un moment donné, 1 an, 2 ans, 3 ans, des centaines de milliers de morts, de blessés, de destruction, tout d'un coup, on dit, bon, on va te donner des armes et tu peux pouvoir taper l'adversaire qui te frappe. Miracle, ça s'appelle la guerre, c'est l'art de la guerre. C'est une règle stratégique qui est connue depuis toujours. Dans Opération Zelensky, je raconte, mais vraiment, tout ce qui a été l'élément avant. Pourquoi on est arrivé là ? Je le montre, Alain Boer, regardez. Comment on est arrivé là ? C'est un truc, non mais c'est une agence, vous avez imaginé une agence qui est informée que Zelensky va être tué, et donc elle se mobilise. Oui, mais je raconte surtout pourquoi la guerre est là. Pourquoi la guerre est là ? Parce que depuis la chute du mur de Berlin, entre 89 et 99, il y a eu un deal. On ne touche pas la Géorgie, on ne touche pas Kaliningrad, on ne touche pas l'Ukraine. En 99, l'idée que la Russie était suffisamment faible pour que tout soit permis a amené à ce que les peuples eux-mêmes décident qu'ils voulaient démocratiser la Géorgie. Ça crée une guerre qui n'a été arrêtée que grâce à l'intervention de Nicolas Sarkozy, alors président de l'Union européenne, qui est allé directement bloquer les forces russes en discutant avec Vladimir Poutine à quelques kilomètres de la capitale géorgienne. Et puis, il y a eu l'affaire du Maïdan en Ukraine, une révolution populaire, mais qui a amené les Russes en disant « ce n'est pas une révolution populaire, c'est un coup d'État ». Et nous n'avons jamais traité cette question, car depuis 2008, le président Poutine et Medvedev, qui a été son intermédiaire, disent « attention, l'Ukraine, c'est la ligne rouge absolue et totale. N'y mettez pas les pieds, ça va mal se terminer, ça va très mal se terminer, ça va très très mal se terminer, vous allez en prendre plein la figure. » Et nous n'écoutons pas comme si ça n'existait pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter le peuple ukrainien, je suis en train de dire que quand on a un ogre, un ours aussi puissant que la Russie, on lui parle et on ne le méprise pas. Le mépris amène la guerre, c'est mécanique. Oui. Et donc, il faut comprendre tous ces éléments qui se produisent. Et ça amène à un moment ou à un autre à ce que l'art de la guerre ne peut pas être « oui, alors la Russie va envahir l'Ukraine ». Bon, d'accord, la semaine prochaine, cette semaine, dans 3 jours. Et à la seule et unique question qui compte, Monsieur le Président Biden, si la Russie le fait vraiment, que ferez-vous ? Réponse, rien. Rien. Le président Poutine à Moscou, il dit « ah bon, feu vert ». Oui. Comme Saddam Hussein avait compris qu'il pouvait envahir le Koweït parce que l'ambassadrice américaine lui ne savait même pas où c'était. Mais alors, Trump est bien meilleur. Trump, il dit dans 15 jours, on va réfléchir et dans 15 jours, peut-être qu'on va attaquer l'Iran et il attaque le lendemain. Oui, bien sûr. Sans prévenir. Non, en prévenant, dans 15 jours. Il n'a pas dit dans 15 jours. Il avait dit dans 15 jours, puis finalement, il a attaqué. Dans 15 jours. Mais il savait très bien dans que les tout 15 était jours. prêt, que l'opération allait avoir lieu. Et ouais, et je vous ai tous enfumés, oui. Et c'est bien fait pour vous. C'est ça l'art de la guerre, au fond. Ben, bien sûr. Lui, il parle l'art de la guerre. Il est bien meilleur que Biden. Ah bah, de ce point de vue-là, il n'y a pas photo. Il a fallu 3 ans aux États-Unis pour se remettre à niveau. Clairement, les États-Unis ont envoyé 250 soldats américains de maintien de la paix, même désarmés, à Kiev. Il n'y aurait pas eu d'attaque, en tout cas, il n'y aurait pas eu d'attaque russe sur le nord de l'Ukraine. Et en même temps, Alain Boer, on voit du côté d'Israël, la bande de Gaza, les combats, les attaques ont repris. Il y a encore des morts chaque jour. Les otages israéliens sont toujours dans les geôles du Hamas ou de ce qu'il en reste. Oui. Et là, on se dit, on arrive à mettre à pied les Iraniens, mais on n'arrive pas à récupérer les otages. D'abord parce que la position israélienne n'est pas d'organiser un cessez-le-feu, mais de poursuivre la guerre et de nettoyer Gaza.
il n'y a pas d'accord sur l'objectif de guerre. Nettoyer, vous voulez dire un génocide? C'est quoi non, je n'utilise pas ces mots-là. D'abord parce qu'ils n'ont pas de sens et que la plupart de ceux qui les utilisent n'ont pas lu les textes qui fixent à peu près clairement, enfin le moins difficilement possible, ce qu'est. Il y a un risque de génocide. Il y a un risque de génocide, c'est ce que dit le TPI et il a probablement raison de le dire, mais ce n'est pas l'objectif final. Nettoyer, alors qu'est-ce que ça veut dire? Éliminer le Hamas, dit l'adversaire israélien. Il faut écouter. Les adversaires sont eux qui fixent les buts de guerre. C'est pas moi qui les fixe. Moi, je regarde. Et tant qu'il y aura des otages, il y aura encore du Hamas. Mais le Hamas libérait les otages. Netanyahou a dit le lendemain matin, la guerre s'arrête. Les otages, ils sont bien là. Ils ont bien été pris, y compris des enfants, des bébés. Oui. Qu'est-ce qui empêche le Hamas de libérer les otages demain matin? Donc rien. Ça veut dire que là, on a vu la guerre des 12 jours, c'est comme ça qu'il l'a baptisé en Iran, et là, on a la guerre éternelle, là. Bien sûr. Ça veut dire qu'au fond, les Israéliens sont condamnés à vivre dans un état de guerre permanente? Non, les Israéliens ont à plusieurs moments été proches d'un accord de paix qui a été détruit et déchiqueté par les faucons des deux camps. Ceux qui ont assassiné Yitzhak Rabin étaient des juifs israéliens déterminés à ne pas avoir la paix avec les Arabes. Et du côté palestinien, les attentats qui ont été commis dès le lendemain des accords visant à pacifier la zone et à faire de Gaza une sorte de Dubaï local ont amené des dizaines de morts en Israël dans des lieux extrêmement publics. Les deux camps se sont ingéniés à tuer tous les faiseurs de paix. Ils n'ont plus que des faiseurs de guerre. Mais Netanyahou là-dedans, est-ce que Trump peut pas le maîtriser quelque part? Mais pour dire quoi? C'est quoi le but de guerre de Donald Trump? Il n'en a pas, lui. Sur place, Gaza, c'est pas son problème. L'Ukraine est vaguement son problème. En fait, c'est le sentiment que Gaza est abandonné de la manière qu'on peut dire que... Gaza est abandonné par les Arabes d'abord. Depuis toujours, les Arabes se foutent comme de l'an 40 de la situation des Palestiniens. C'est d'ailleurs un des problèmes majeurs de cette affaire. Depuis le péché originel, qui a été la tentative de soulèvement contre le roi Hussein de Jordanie, qui a amené toutes les populations, tous les dirigeants arabes, plutôt d'origine bédouine, on va dire, à considérer qu'on ne mordait pas la main de celui qui t'accueillait, on ne volait pas la maison de celui qui te donnait l'hospitalité. Depuis ce jour-là, les monarchies arabes, les régimes politiques arabes disent le plus grand bien des Palestiniens, mais ne font jamais rien. Oui, mais alors là, on pourrait dire aussi renvoyer l'appareil à l'Occident, y compris à Trump, qui a abandonné pour le coup la population iranienne. Les mollahs sont toujours en place. Il y a une répression sauvage qui s'est mise en branle là tout de suite. Ça n'est pas son problème. Son problème, c'est l'arrêt de la guerre. Autrement, si quelqu'un voulait faire tomber le régime iranien, tous les régimes politiques américains depuis 1979 s'y seraient mis. Je rappelle que c'est une erreur d'analyse des Américains eux-mêmes qui pensaient que l'ayatollah Khomeini était une sorte de démocrate chrétien à barbe qui est à la tête d'une coalition qui allait du Parti communiste oudé au Parti libéral de Mehdi Bazargan, premier ministre de l'ayatollah Khomeini. Il allait avoir une sorte de théocratie démocratique qui allait très bien se passer. C'est une erreur d'analyse. Les Américains adorent le nation building. Ils font un copier-coller de leur système et ils l'envoient ailleurs et ils pensent que ça marche mécaniquement. Ça ne marche jamais et c'est une partie de leur problème, mais au moins ils y croient. On ne va pas leur reprocher. En tout état de cause, ils ont besoin de stabilité. Ils détestent le chaos. Ils préfèrent un bon dictateur connu à un chaos pas connu. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris en Libye. En Irak, au Soudan et ailleurs, ils ont bien compris que l'effondrement d'un système totalitaire, si on n'a pas de remplaçant, ça ne marche pas. Et dans ces pays-là, il n'y avait pas de remplaçant. Le seul cas à peu près, pour l'instant, stable, c'est M. Al-Shara en Syrie, parce qu'il y a eu un accord général israélien compris, turc, américain, pour dire « Ah ben au moins on en a un qui va à peu près tenir la baraque, et donc il va falloir trouver un accord avec les Alaouites, il va falloir trouver un accord avec les Israéliens. Tout le monde va essayer de se mettre d'accord pour essayer de tenir le système avec le minimum de dégâts possible. Et évidemment, les seuls qui continuent à commettre des attentats, c'est ce qui reste d'État islamique. » Oui, mais alors il y a 2 Français détenus dans des prisons en Iran. La France a demandé leur libération, la prison a même été bombardée, ils sont toujours emprisonnés. L'entrée de la prison. Oui. Et puis on a Boualem Sansal qui est toujours détenu en Algérie. Et la France aussi a demandé, réclamé, envoyé son ministre des Affaires étrangères sur place. Et il est toujours emprisonné, même condamné, peut-être lundi ou mardi prochain, à 10 ans de prison. On n'a pas le bon dictionnaire. Oui. Vous savez, quand vous allez à l'étranger et que vous ne parlez pas du tout une langue, vous avez 2 options. L'interprète et le traducteur.
Le traducteur fait du mot à mot, on n'est pas sûr que ça marche. L'interprète prend en compte la dimension culturelle et en général, il se passe quelque chose. Alors parce que vous expliquez-nous, parlez le Alain même Bauer. langage. Oui. Qui Je pense ne que comprend Donald pas? Trump a utilisé un très bon dictionnaire. Et les Français n'utilisent pas le bon dictionnaire vis-à-vis de l'Algérie? Non. Demandez à l'ambassadeur Driancourt. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il dit des choses très sensées sur le mode d'emploi, du dialogue et du respect. Quelle est la problématique générale? La sortie du remords colonial est un problème national important. Alors, nous sommes très mal comportés en Algérie, il n'y a aucun doute. Le général Bugeaud lui-même en a fait des tonnes pour expliquer toutes les horreurs qu'il avait commises pour la conquête de l'Algérie. Je rappelle, c'est une de nos 2 colonies de peuplement, l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie. Et visiblement, on ne s'est pas mieux comporté dans l'une que dans l'autre. Mais la réalité, c'est qu'après cela, les accords qui nous ont permis de sortir de la crise aurait pu donner autre chose qu'une importation massive de travailleurs algériens par la France pour remplir notre trou démographique qui n'a d'ailleurs cessé de continuer, et une incapacité à avoir une relation d'égal à égal correcte, à la fois courtoise mais ferme, avec le pouvoir algérien. Elle est courtoise, la relation. Le président Macron a dit... Courtoise et ferme. Oui, il a dit en parlant du président Tebboune qu'il faisait confiance à sa sagesse pour libérer Boualem Sansal. Tout le monde fait confiance à sa sagesse pour après une lourde condamnation de Boualem Sansal qu'il soit éventuellement gracié. Parce que c'est l'arrière-pensée... Tout le monde espère, mais on n'en est pas sûr. Personne n'est jamais sûr de rien. Oui. Mais il faut juste éviter de jouer avec le feu, parce que l'enjeu essentiel, c'est que Boualem Sansal soit libéré. Donc je propose qu'il y ait une sorte d'interruption momentanée de discussion sur le sujet. On va couper là et on reprendra mercredi en fonction du résultat. Ou alors on attendra la fête nationale pour savoir s'il sera gracié. Je crois que vous avez un bon calendrier. Comme quoi, vous voyez, c'est à la fois un problème de dictionnaire et de calendrier. Oui, mais un mot, si vous avez dit, la France a été éjectée de l'Afrique, plus globalement. Oui. C'est quelque chose, c'est un échec terrible. Mais elle a cru qu'elle était chez elle, et ça faisait longtemps qu'elle n'y était plus. Elle a cru à une illusion, ça faisait longtemps qu'elle n'était plus là. Et puis nous avons une armée expéditionnaire et échantillonnaire qui ne s'est jamais modifiée, qui a été détruite volontairement par la comptabilité de Bercy, qui d'ailleurs ne sait pas bien gérer les budgets non plus ou trouver les recettes et les dépenses. Donc on sent bien qu'on a un problème structurel majeur de à quoi sert notre armée et comment fonctionne notre diplomatie. Et ça, ce n'est pas le faute des diplomates ou du ministre des Affaires étrangères, c'est le concept général, la doctrine générale. Il y en avait une jusqu'au général de Gaulle, il y en a eu une avec François Mitterrand, inverse de la précédente, mais au moins pouvait-on y comprendre quelque chose. Là, quand vous rencontrez un chef d'État issu des colonies ou pas, du Golfe ou d'Afrique ou des États-Unis ou du Canada, et qu'il vous pose la question qui est: est-ce que tu comprends quelque chose à la diplomatie française, virgule, et si tu comprends, est-ce que tu peux m'expliquer? Je dois reconnaître que ma réponse est en général pas plus que toi. Mais vous qui êtes un spécialiste des questions de sécurité, de criminologie, on voit une France, je passerai les 3200 milliards de dettes, les situations sécuritaires qu'on a vues au moment d'un match de foot ou d'autres événements, ou la fête de la musique, où on voit des problèmes de sécurité énormes qui se posent, et aujourd'hui une instabilité politique majeure, peut-être demain une motion de défiance qui va renverser ce énième gouvernement. Une motion de censure. Et alors, vous dites quoi? Vous dites quoi, que la France est très mal barrée, là? Ou c'est où il y a quelque chose d'autre? La France est mal barrée comme elle l'a été dans son histoire. Il y a toujours eu des moments où ce pays a une capacité de se redresser, etc. Mais il lui faut un homme ou une femme, une idée et un moment. Nous n'avons pas réussi à la conjonction des trois. Et puis, après tout, cette question est à poser à celui qui a dissous, puisqu'en dissolvant l'Assemblée nationale, il a dissous aussi une partie du pouvoir. Et donc, nous sommes dans une espèce de bâtiment qui va un coup à droite, un coup à gauche, mais dans une incohérence. Il n'y a pas de ligne stratégique. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le président de la République, mais au moins pourrait-il avoir une ligne à peu près claire, et surtout... Vous dites qu'il n'a pas de ligne. Ça dépend quel jour. Oui, ça c'est votre franc-parler, mais on voit bien que ça se bouscule au portillon pour l'élection présidentielle suivante. Déjà, il y a un surplus de candidats, mais au fond... C'est le charme de la démocratie. Oui. Vous qui connaissez bien le monde politique, c'est synonyme de quoi, ça? Ça veut dire quoi? Il y a toujours eu beaucoup de candidats pour les élections présidentielles. Il faut aller d'abord jusqu'au bout, avoir les signatures, être en situation de faire campagne. Mais on a une demi-douzaine d'excellents candidats et candidates, certains qui peuvent aller jusqu'au bout, d'autres qui ne le savent pas encore, certains qui vont se rassembler et d'autres qui vont se diviser.
C'est le charme des élections présidentielles. La question, quelle est la ligne ? Quel est l'objectif? Quels sont les moyens? Le jour où ils nous diront ça, les Français, et les Français, que veulent les Français, parce que sur quoi va se jouer de vote. Oui, mais sur quoi va se jouer cette élection? La cohérence. La cohérence. La cohérence, la transparence, la franchise. C'est ce qui manque aujourd'hui. Quand vous interviewez un responsable politique, est-ce qu'il vous arrive souvent qu'il vous réponde oui ou non à une question? En général, vous avez droit à 20 minutes de circonférence qui se traduisent par un moment où vous ne vous rappelez plus de votre question, lui non plus ou elle non plus d'ailleurs, et c'est un drame. Au moins, avec une nouvelle génération politique, on peut dire oui, non, et ensuite expliquer, car il faut expliquer. Oui. Mais pas perdre les gens dans un espèce d'enfumage généralisé où on ne se retrouve plus. Merci Alain Boer. En toute liberté, voici Opération Zelensky, publié une mission de l'agence Mozart. La guerre qui est. Voilà, et menace sur Taïwan. La guerre qui vient. Voilà, la guerre qui vient. Il y en a une, c'est plutôt du côté de Taïwan, l'autre, c'est du côté de l'Ukraine, la Russie. Mais c'est absolument incroyable, c'est fascinant comment vous arrivez à nous faire vivre avec des informations, on l'a vu, de première source. Confirmées. Très, très confirmées, pour en faire un polar absolument fascinant. Merci Alain Boer d'avoir été notre invité.